Bonjour, aujourd'hui on fait un bond en arrière, on retourne au XVIIIe siècle pour découvrir Ingrandes à l'époque de la gabelle et du commerce ligérien, mais on garde quand même une botte dans le XXIe siècle. Ingrandes est à la limite du Maine-et-Loire. D'ailleurs, son nom vient du gaulois Equoranda, juste aux limites. Elle jouxte le Fresnes-sur-Loire, posé, elle, dans le 44. Aujourd'hui, je vais chez un bibliophile passionné d'histoire, surtout celle du XVIIIe. Arrivé en 2005 avec son épouse, ils ont cherché 7 ans une maison au bord de l'eau. Une bâtisse du XVIIIe, le siècle qu'ils chérissent. Ensemble, ils profitent de leur retraite pour creuser le passé de leur maison. C'est la maison du notaire royal auprès du grenier à sel, qui a été construite en 1743. Donc c'est typiquement 18e et ça donne directement sur la Loire. Donc on a mené des recherches sur cette maison d'abord, et puis ensuite, de proche en proche, on a étendu les recherches aux autres maisons alentours, bien sûr, puisqu'elles étaient aussi la propriété du notaire royal. Et puis, de proche en proche, on a étendu les recherches à tout le village d'Ingrandes. Ça a été un village très important avec une histoire très riche, puisqu'il se situe à la frontière entre l'Anjou et la Bretagne. La Bretagne avait conservé ses privilèges fiscaux et douaniers. Et en fait, toutes les marchandises qui rentraient dans le royaume de France passaient par Ingrandes et étaient taxées à Ingrandes. En fait, Ingrandes était la porte d'entrée dans le royaume de France, d'un point de vue fiscal et douanier. Donc ça veut dire que tous les bateaux étaient obligés de s'arrêter ici pour payer des taxes sur tous les produits, et en particulier sur le sel, avec cet impôt particulier qui était la gabelle. Tous les mariniers qui faisaient le commerce de Loire étaient obligés de s'arrêter ici pour payer les taxes. Donc il s'est développé toute une activité, notamment d'auberges, parce que moi j'ai recensé une douzaine d'auberges au XVIIIe siècle. 12 auberges sur Ingrandes. 12 auberges sur Ingrandes. C'était énorme. Ah, oui, parce que les marchands étaient obligés de s'arrêter pour payer les taxes, et puis ils étaient obligés de s'arrêter pour attendre que le vent soit dans le bon sens pour repartir. Ça devait arranger quelques mariniers quand même, prendre un peu de repos. Puis ça arrangeait beaucoup les aubergistes. Ah bah oui, du coup ils gagnaient un peu de Il y sous. avait une activité. Et le sel n'était pas taxé en Bretagne. Par contre, en Anjou, il était taxé de façon très importante. C'était un pays de grande gabelle, ça veut dire qu'il était taxé au maximum. Ce qui veut dire quand vous achetiez du sel en Bretagne à 1, vous pouviez le revendre à 50 de l'autre côté de la frontière en Anjou. D'où effectivement les problèmes de contrebande du sel qui se sont développés pendant tout le XVIIe et XVIIIe siècle. Ici, vous êtes devant le tribunal de la Gabelle. Donc c'est ici qu'étaient jugés les faussonniers, les trafiquants et les contrebandiers du sel. Ça a été un tribunal très important au XVIIIe siècle. L'instruction pouvait durer entre 4 et 12 mois, pendant lesquels les contrevenants étaient emprisonnés à la prison d'Ingrandes, qui est juste en face. Donc 4 et 12 mois, ça leur laissait le temps de mourir dans les prisons avant d'être jugés. Pas cool ça, hein. Et sinon, ils étaient souvent condamnés à soit des amendes, mais plus souvent pour les récidivistes aux galères. De ses recherches et de tout ce savoir, Jean-Louis a fait un livre sur l'histoire d'Ingrandes. Mon épouse, qui a contribué aussi aux recherches qu'on a menées pour faire ce livre. On a travaillé 5 ans ensemble dans les archives, du matin au soir, bon pas tous les jours bien sûr, mais quand même assez régulièrement,
pour retrouver les documents d'époque, parce que l'histoire d'Ingrande, bon, les gens connaissent le 19e ou le 20e siècle parce qu'ils ont les histoires de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais la période du Moyen-Âge à la Révolution, les gens connaissaient très peu. Bon, c'est le seul livre qui a été écrit sur Ingrande et sur cette période. Il est rigolo, ce petit bateau, c'est quoi? Oui, bah c'est le bac qui permet de traverser de l'autre côté de la Boire. Ça, c'est un bac? C'est un bac. Un petit bac. C'est un bac à chaîne. Ça va, Jean-Louis? Ça va, ça va. Bah, allez, je vous aide. Ah, elle bouge. Ah, si vous marchez dessus, là, je vais encore avoir plus de mal. Ça va, Jean-Louis? C'est pas trop dur? Non, ça va. Ah, mais là, je marchais pas sur la bonne. Et voilà! Et voilà. Au revoir. Évidemment, il n'y avait plus personne pour tirer le bout. Donc on va plutôt jouer à la boule de fort. Très en vogue en Anjou, avec 371 sociétés, 2 d'entre elles sont sur Ingrande. À Ingrande, autrefois, on était de la grande cour ou de la courtille, mais sûrement pas des deux. Ça, c'était impossible, impensable. La courtille a vu le jour, la première, en 1861. Ici, on jouait laïque et républicain. À 2 pas de là, même jeu, même enjeu, même ardeur. C'est le rapide. On va mettre un radar au milieu. Mais sous le regard du bon Dieu. D'ailleurs, à l'origine, en 1879, la grande cour s'appelait œuvre des cercles catholiques ouvriers. Aux assemblées générales, on commençait par une prière ou on finissait par une prière. Chose qu'on ne fait plus, bien sûr. Pour résumer, c'était les ouvriers et les patrons. C'était un peu ça à l'époque. Personne ne se côtoyait. C'était séparé. Les gens d'ici allaient davantage à la messe que ceux de à côté. Il y en avait un qui allait à la messe de à côté aussi, mais enfin moins. Rassurez-vous, rouges et calotins, comme on les surnommait à l'époque, n'en sont jamais venus aux mains. Peut-être parce que ce jeu, tout en lenteur et en subtilité, invite plutôt au calme. En revanche, qu'il s'agisse de la grande cour ou de la courtille, on ne badinait pas autrefois avec le règlement. À l'époque, les gens qui faisaient une bêtise, ils avaient une amende. Ceux qui n'allaient pas à une sépulture d'un camarade, ils avaient une amende aussi. Ceux qui loupaient une réunion avaient une amende aussi. Tout était amendé. Tu étais sociétaire, toi, à l'époque? C'est en 1952, oui. C'est un concours que j'avais gagné. Oh. Apparemment, je serai là. Il y a encore 50 ans, le port de la cravate était fortement recommandé, qu'on aille à la messe ou non. Et si ces messieurs, à l'époque, étaient bien d'accord sur un point, qu'ils aient pu être d'un bord ou de l'autre, c'était au sujet des femmes. Là, c'était carrément l'union sacrée. Mère, sœur, épouse ou fiancée étaient strictement interdites dans les 2 sociétés. Alors là, si elle mettait les pieds dans le jeu, je crois que, si j'ai bien compris, que le mari avait une punition. Soit il était peut-être bien 8 jours sans remettre les pieds à la société, ou une amende, je ne sais pas, je ne sais plus très bien. À la courtille, c'est en 1983 que le jeu s'est ouvert aux dames. Ah oui, il y a des boules. Hop là. Et moi, c'est dommage, parce que c'était ça. Je sais pas, je vais lancer ma boule. Peut-être aussi qu'ils avaient besoin pour peut-être faire leur ménage aussi. Il y a peut-être ça aussi. Parce que, bon, les hommes, hein, c'était... je sais pas, mais je trouve qu'avec les femmes, c'est plus convivial. À la grande cour, il a fallu attendre 2003. Ce qui fait dire à certains... Il y a encore des résistances. Ça existe encore. Mais ça, je crois que c'est les irréductibles. Et puis, donc les femmes n'auront jamais raison avec eux. Mais bon, ils sont très très peu. Maintenant, les femmes font partie intégrante de la société. Peut-être une certaine réticence au début parce que ça changeait les habitudes. Et vous savez qu'on a toujours peur du nouveau. Ça, c'est le point, ça. C'est bien joué. Elle est bien ou elle n'est pas bien? Ouais, elle va être bonne. Elle va être bonne. Elle a la bonne allure. Elle s'en va à gauche comme la première. Ralenti dans le pays. Évolution, révolution, ils en ont fait du chemin, ceux de la grande cour et de la courtille, depuis 1 siècle et demi. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont inscrits dans les 2 clubs, les 2 sociétés. En revanche, jouer en chaussons est toujours la règle. Règle numéro 1, immuable. Sans elle d'ailleurs, la boule de fort perdrait un peu de son charme.
Je retrouve Jean-Louis chez lui dans sa bibliothèque autour de sa deuxième passion. Après un grand, c'est les livres. Et pour ce qui est de votre amour pour la littérature et pour les livres, quelle en est l'origine? C'est mon épouse, qui, à l'occasion d'un anniversaire il y a 20-25 ans, m'a communiqué cette passion, parce qu'elle avait vu chez un antiquaire des livres anciens, c'était des œuvres de Voltaire. Une collection incomplète, mais une collection qui m'a donné l'étincelle pour continuer, pour rechercher déjà les livres qui manquaient à cette collection. Et puis ensuite, je me suis intéressé vraiment aux éditions du XVIIIe siècle. Et c'est ce qui explique cette bibliothèque. J'ai maintenant plus de 800 livres, mais je dirais essentiellement du XVIIIe, des philosophes du XVIIIe, Voltaire, Rousseau, Diderot. Celle qui est juste en haut, là? Qui est juste là, et qui s'étend juste. Ici, je ne fais pas de reliure. Je ne fais pas de reliure, je fais juste de la restauration. Parce que ce qui s'abîme le plus dans un livre, c'est quoi? C'est les coiffes. Ah, c'est les coiffes. Ah, bah oui, bien sûr. Les coiffes, parce qu'on prend les livres comme en tirant dessus, et au bout de 200 ans, évidemment, ça finit par casser. C'est les coiffes, c'est les coins. Les coins qui s'usent beaucoup plus vite que le reste. Donc ça, c'est un livre qui est bien malade, quand même. Voilà, c'est un bon exemple, malade, là on a qui tout. peut être restauré sans changer complètement la reliure. La couloir en os. Et le couteau à parer. Couteau à parer. Le couteau à parer, il appelle parer la peau, c'est-à-dire amincir les... Je connais chaque livre de cette bibliothèque pour les avoir souvent restaurés, cirés de temps en temps. Donc il y a un lien très fort. Le fait de lire un livre dans une édition ancienne ou dans une édition originale, on ressent quelque chose qui est différent dans une édition de poche ou dans une édition moderne. Les deux sont complémentaires, mais il y a une émotion particulière quand vous lisez un livre dans une édition originale. C'est ce que je ressens, moi. Ça vient de la texture, ça vient de la reliure. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus des reliures aussi belles. Ça vient aussi du papier, parce que le papier est très différent des papiers qu'on utilise aujourd'hui. C'est des papiers qui sont du XVIIIe siècle, ils ne bougent pas. C'est des papiers qui sont faits à partir de chiffon et non pas de bois, comme aujourd'hui. Et puis, il y a tous les gens qui ont lu ces livres avant moi. Allez, on quitte le 18e et ses livres pour le cinéma d'un grand et son projectionniste Jean-Luc Guillois, un passionné. À un grand, Monsieur Cinéma, c'est lui, fidèle au poste depuis 1965, ancien charpentier, sacristain du village et projectionniste bénévole. Dans les premiers films que j'ai passés, c'était les films de Don Camillo. Les films de Don Camillo avec Fernandel. Je me rappelle, mon collègue, il me dit, ce soir, c'est toi qui vas projeter. Alors, je lance le film. Bah oui, mais il n'avait pas rembobiné la bobine la veille, je ne sais pas qui c'est qui l'avait fait, enfin bref. Alors, si bien que Don Camillo, il avait les pattes en l'air. À ce moment-là, le cinéma, c'était un 1,70 francs, la place, je me rappelle. Et il y a eu les films comme le Docteur Givago, enfin tous ces films-là, c'était des films à grand spectacle, puis il y avait un monde fou à venir voir ça, quoi, à ce moment-là. Le Givago, oui, 6 km de film, avec l'analogique. Mais bon, naturellement, maintenant on est rendu au numérique, quoi. C'est bien, que, de toute façon, faut bien évoluer. Autrement, c'était ça où on ferme, quoi. Cinéma associatif, le Saint-Charles compte environ 200 adhérents. Parmi eux, quelques vrais mordus. Alors toi, oui, 100 000 $. Bon, les tontons flingueurs, ça, c'est incontournable. La scène de la cuisine. Incontournable. C'est pas ce que ça me rappelle, cette petite drôlerie qu'on vivait du côté de Biennola. Et la patronne? Une blonde comaque? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'ai plus ma tête.
Et chez Cédel que... Lucien Cheval s'est fait dessouder. Et par qui? Par Teddy de Montréal, un fondu qui travaillait avec la dynamite. Ah, toute une époque. Je suis pas d'un grand, j'habite à 7-8 km. Et je vous dis, j'arrive de Nantes, je ne suis jamais allé autant au cinéma que depuis que j'habite tout près d'un grand. Parce que justement, je retrouve les amis, je retrouve une ambiance que je ne pouvais pas trouver ailleurs. Envie de vous sortir de la salle, chacun part dans son coin. Ici, il y a un pont, on peut parler du film un petit quart d'heure. Moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, j'ai envie de faire découvrir ce que j'aime aux autres. Blockbuster, cinéma d'auteur ou européen, le Saint-Charles, c'est 4 séances par semaine. Et en plus, une fois par mois, un hommage au film culte. Bon alors, j'hésite parce que j'ai écrit 2 versions. Merci de venir si nombreux. Ou alors, merci de venir tout court. Venir tout court, c'est entre 10 et 15 personnes. Je sais pas, on est combien là? Alors, merci d'être venus si nombreux. Et maintenant, chut, ça commence. Jean-Baptiste, c'est l'ancien médecin d'Ingrande, très attaché au patrimoine de sa commune, de ses particularités et de son histoire. Ingrande était une entité effectivement dont la moitié était en Bretagne et la moitié en Anjou, comme le montre la gravure derrière en 1695. La moitié bretonne est gérée par le duché de Bretagne qui en 1532 va être uni à la France tout en gardant ses prérogatives administratives. Le Parlement de Bretagne décide des taxes que doivent payer les Bretons, qui n'a rien à voir avec ce que doivent payer les Français, les Angevins, les Français. Donc Ingrande est un des grands postes frontières de la France jusqu'en 1792. Ingrande étant justement un lieu de transit obligatoire dans l'axe Paris-Nantes, un endroit de repus, comme le raconte un géographe du XVIe siècle, c'est-à-dire repus, alors je ne sais pas si ça veut dire repos, repas, enfin c'est un endroit où il faut s'arrêter, on voit passer tout le monde. On voit passer tout le monde, on voit passer en désordre, enfin Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon III après, Napoléon Ier même, tout le monde passe à Ingrande. Et tout ça, ça ponctue notre histoire. Notre histoire est ponctuée au rythme de la grande histoire. C'est toujours assez passionnant. Alors, quelles sont les anecdotes ou les faits un peu marquants qui sont encore aujourd'hui marqués dans Ingrande? On pourrait situer. L'été, nous avons une baignade en face d'Ingrande. Il faut savoir que cette baignade a été inaugurée en 1686. Et par qui? Par les ambassadeurs du roi du Siam qui sont arrivés par Brest au moment où Louis XIV a voulu créer des liens entre le Siam et Versailles pour pouvoir damer le pion aux Hollandais ou aux Anglais. Et ces ambassadeurs sont arrivés par Brest, Vannes, Nantes, et ils sont arrivés à Ingrande où ils ont été reçus. Il y avait des chariots, il y avait des cadeaux, enfin c'était un déménagement incroyable. Mais arrivant sur la Loire, trouvant le lieu ensoleillé et agréable, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils ont décidé de se baigner à la mode de chez eux, nus. Ce qui, à la fin du XVIIe siècle, heurtait aussi bien le sens de l'hygiène que celui des bonnes mœurs, si bien qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils se baignent derrière les Lucèdes, plus loin, sur une petite île, à l'endroit où nous avons fait une baignade. Donc l'inauguration de la baignade d'Ingrande, c'est 1686, je crois. Jacques Brion peint des personnages aux formes généreuses. Un gars qui ne se prend pas au sérieux et dont le travail s'apparente plutôt à la caricature. Quand j'étais gamin, on allait à la plage, on jouait sur la plage. C'était notre plage à nous. On était dans une plage privée. Il faut bien une plage privée qui est privée de plage. Mais j'oublie pas la Loire. C'est mon décor. Mais c'est pas primordial dans mes moyens d'expression. C'est d'abord mes personnages.
C'est une étude des travers de mes contemporains. Ils sont gentils, beaucoup sont gentils en façade, par leur rondeur, mais derrière, il y a toujours une petite... un petit... je ne sais pas comment vous m'exprimer, mais c'est une petite façade qui va faire dire des vérités. Et elles sont d'ailleurs dans mes toiles, quand on les analyse bien. Mais c'est toujours sous couvert d'une rondeur, d'une sympathie. J'adore les gens, gentils. Parce que j'ai cru comprendre que je ressemblais beaucoup, malheureusement, à mes toiles. Ça vous chagrine? Non, je m'en amuse. Le titre donc de mon travail, c'est Entre rêve et réalité. Je me suis mis à la place des poilucs, je les ai mis ce qu'ils avaient dans leur tête. Alors j'ai mis ça noir sur blanc, ce qu'ils avaient, et puis donc moi je peux me le permettre, qu'eux ils ne pouvaient pas, bien sûr. Alors comme oui, je fais passer au plateau d'exécution tous les généraux, mais bon, certains poilus l'ont rêvé, certainement ils l'ont rêvé. Ah. Alors, maître Kiki? Mètre 60, s'il vous plaît. Ça va aller, Marie? Bien, viens bien. voir. Et toi? Ça va, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Regarde mes dernières planches. Est-ce que tu as regardé si on pouvait comprimer un petit peu le texte de manière à réduire le nombre de caractères? On va essayer, mais j'ai un problème, tu sais bien, j'en mets toujours un petit peu le maximum. Oui, tu en mets toujours un petit peu trop dans le texte. Un petit peu trop, alors je compte sur vous pour resserrer. Je le prendrai bien, mon cher éditeur, je le prendrai très bien. Je ne dirai pas la chute, on la gardera pour le... Ah bon, pour le final? Pour l'album. Nous avons monté une opération commune au mois de septembre dernier, autour de la guerre de 14-18. Donc on a repris cette idée de lancer un livre et de l'éditer ici à Ingrandes. C'est aussi une manière pour la galerie d'exporter en fin de compte les artistes que l'on expose. La haie. Ah, c'est la haie. Si tu commences à dessiner une feuille. Les feuilles, elles sont tombées. Ça tombe bien. Jean-Baptiste a toujours un pied sur un bateau. Il aime la vue que lui offre la Loire sur ce village qu'il connaît par cœur. Nous sommes donc à la frontière, vous le savez déjà, de la France et de la Bretagne. Et là, c'est toute la zone amont, c'est toute la zone Anjou. Toutes les maisons qui sont là, ce sont des hôtels pour recevoir les voyageurs. Des hôtels, quand on les visite par l'intérieur, qui étaient très luxueux, avec des magnifiques cheminées. Enfin, c'était vraiment des très beaux hôtels. Et qui témoignaient de la richesse et de la puissance d'un grand, du coup. De l'artisanat, du commerce, des hôtels, des restaurants. Alors, les maisons qui sont là, 1748, 18e siècle, c'est la maison d'un voiturier Parrot. C'était une corporation très riche, et les voituriers Parrot, ce sont des armateurs. Souvent en lien à Ingrandes avec les armateurs de Nantes. Et il y avait une continuité dans l'entreprise entre les bateaux qui arrivaient de Saint-Domingue, qui chargeaient sur les chalands de Loire, et qui continuaient ensuite leur voyage. Ils étaient tous obligés de s'arrêter à Ingrandes. Et il faut imaginer qu'il arrivait à peu près au 19e siècle un bateau toutes les 10 minutes qui arrivait par l'amont ou par l'aval, suivant le vent. On va reprendre un petit peu de chant et puis on va aller découvrir la frontière. Elle n'est pas loin, c'est ça? Avec le courant, on va y être très vite. Alors, je donne quelques coups d'aviron. Vous aimez naviguer sur la Loire? Oui. Quand j'étais enfant, mes parents m'y autorisaient, ils m'interdisaient d'aller sur la route nationale, mais j'avais toujours le droit d'aller sur la Loire. Ça, c'est incroyable, hein. Ils ne la voyaient pas comme un danger? Non, mon père lui-même était sur la Loire depuis les années 1936, mon grand-père était marin. On est beaucoup mieux sur l'eau que sur terre. Et bien là, c'est la frontière, vous quittez la France
avant 1532, vous quittiez la France, vous passiez en Bretagne. Ah mais fait peur, je me suis dit, on a beaucoup trop ramé. Nous voilà rendus où alors? En Angleterre? Voilà. Non, juste en fait, retour en arrière, et effectivement, là on passe d'un état à l'autre, d'un pays à l'autre. Hein. Voilà. Ouais. Et là, il y avait la pierre de Bretagne qui a été vendue aux enchères en septembre 1792, bien pour symboliser la fin des provinces. Et maintenant, évidemment, après, il y a eu la Loire inférieure, et puis la Mayenne des Loires, et puis maintenant le Maine-et-Loire, et la Loire Atlantique. On va quitter le XVIIIe siècle pour un retour dans le nôtre, au XXIe, se retrouver la semaine prochaine, sans doute pas très loin de la Loire. Je vous souhaite une très très belle semaine, à très bientôt, au revoir. Allez, on retourne en Anjou, on va quitter la Bretagne, hein. Et on retourne en Anjou. On va mettre le moteur parce que nous arrivons au 28. Ah bah voilà, alors on casse tout un mythe. Et ça, c'était la maison du prévôt. La maison du prévôt, c'était... Attention. Oui, Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. D'accord. Ça a failli marcher dans le caca. Ouais. Du pied droit.